Nous allons commencer cette conférence qui a pour titre Comment l'âme choisit-elle ses parents? L'idée de cette conférence est arrivée dans la continuité des débats qui ont eu lieu à la fin de la conférence du 15 février dernier, intitulée Rayons et formes, conférence qui mettait en lien la forme de notre visage avec les rayons d'énergie qui nous constituent, qui façonnent notre caractère et qui constituent notre carte d'identité intérieure. Cette carte d'identité qui nous est singulière, qui est la carte d'identité qui regroupe toutes les énergies qui nous créent, et elle nous est singulière et elle est créée par notre âme en fonction de l'objectif de notre âme pour cette incarnation. Lors de ces débats, à la suite de cette conférence, vous étiez plusieurs à rappeler fort justement que nous avons beaucoup de ressemblances avec nos parents, autant dans les traits de nos visages et de notre corps que dans nos traits de caractère. Et de ce point de vue, nous paraissons d'emblée déterminés par le capital génétique et le caractère dont nous héritons de nos parents, plutôt que par les faisceaux d'énergie qui sont issus de notre âme. Et pourtant, les enseignements de la sagesse affirment que nous sommes un être spirituel qui poursuit son évolution de vie en vie au rythme de la loi de réincarnation et conditionné par la loi karmique. Alors, comment concilier ces deux points de vue? Nous sommes donc face à des paradoxes. D'un point de vue spirituel, en vertu des lois de renaissance et de la loi karmique, nos caractéristiques psychiques et spirituelles sont dans la continuité de nos incarnations passées, et donc nous ne les recevrons pas de nos parents. Alors, paradoxe, comment expliquer ces traits communs, psychiques et physiques avec nos parents? C'est autour de cela que nous allons discuter ce soir. Et pour questionner ce paradoxe, nous allons nous appuyer sur les enseignements de la sagesse en partant de l'affirmation que nous sommes un être spirituel, une âme immortelle qui continue d'exister entre chaque incarnation. Cette âme revient rythmiquement en incarnation pour suivre son évolution et continuer à son évolution et contribuer à l'évolution du monde. Et pour cela, bien sûr, elle a besoin d'un corps physique matériel et aussi d'un environnement qui soit approprié à la nouvelle étape évolutive qu'elle s'apprête à commencer. D'où le débat de ce soir, rassemblé dans Mais comment l'âme choisit-elle ses parents? Alors, je vais faire un partage d'écran. Voilà. Donc, comment l'âme choisit-elle ses parents? Alors, petit réajustement sur mon écran. D'abord, qu'en est-il de l'être entre deux incarnations? Euh, je vous précise que les thèmes de l'immortalité de l'âme et de la loi de karma ou de cause à effet ont fait l'objet de deux livrets d'Alcor. Alcor, le numéro 13 qui s'intitule L'immortalité de l'âme et le livret 15 qui s'intitule La loi de cause à effet. Ces deux livrets sont bien sûr disponibles à partir de notre site. Donc, qu'en est-il de l'être entre deux incarnations? Les différentes enveloppes de sa dernière incarnation, son corps matériel, dense, son corps éthérique, son corps émotionnel, son corps mental, ont été éliminés et seul reste le corps causal, le corps des causes, qui est le corps de l'âme. Alors là, effectivement, je vais utiliser quelques termes qui peuvent apparaître un peu abstraits, mais nous faisons confiance à notre imagination commune pour rendre concrets ces concepts. C'est donc le corps de l'âme qui va permettre la continuité de l'expérience d'une incarnation à une autre. Voici une représentation symbolique de ce corps causal
le corps de l'âme. Et c'est ce corps de l'âme qui contient les forces vitales de l'être et les facteurs qui sont conditionnants pour sa prochaine incarnation. C'est-à-dire trois atomes permanents, pardon, seul demeure le corps causal, voilà, et ce corps de l'âme contient trois atomes permanents. Et nous allons voir qu'il contient aussi trois germes du futur. Bon, pour le cas où vous seriez intéressé, je m'appuie là sur les développements sur la mort qui sont contenus dans Guérison ésotérique à la page française 384 à 386 et anglaise 490 à 493. Il y a donc dans le corps de l'âme trois atomes permanents. Ces trois atomes permanents ne sont pas des atomes au sens de la science actuelle. Ce terme atome permanent est utilisé par la sagesse immémoriale pour désigner des petites unités d'énergie qui conservent l'essence de la mémoire du passé. Là encore, cette mémoire du passé, ce n'est pas la mémoire des scénarios vécus par l'être dans ses incarnations passées, mais c'est l'essence de sa vibration qui est plus ou moins subtile selon son niveau évolutif. Il n'existe aucune permanence des corps qui sont construits temporairement puis dissous par l'âme, mais par contre, les atomes permanents sont ces petites unités d'énergie, des petits centres de force qui rassemblent en eux-mêmes la synthèse du point d'évolution acquis sur chacun des niveaux, sur chacun des corps. Donc le corps physique éthérique, le corps émotionnel et le corps mental, et bien sûr tout cela aussi l'énergie spirituelle que nous avons pu acquérir. La synthèse du parcours évolutif qui a déjà été effectuée est donc conservée selon la loi karmique, avec bien sûr ses plus et ses moins, afin d'être réactivée en tant qu'impulsion de l'âme pour la future incarnation. Ces atomes permanents sont donc des cellules mémorisantes, dépositaires des qualités acquises et de la note particulière du corps et de chacun des corps dont ils sont les noyaux. C'est autour de chacun d'eux que se construiront les nouveaux corps. En d'autres termes, d'incarnation en incarnation, ils conservent l'acquis spirituel, psychique et éthérique de l'être. Alors, les voici, ces atomes. Voilà. Donc, trois atomes permanents, un atome mental, un atome émotionnel et un atome éthérique. C'est physique, éthérique, mais c'est le corps physique dans sa partie éthérique. Et il y a aussi, dans ce corps de l'âme, qui décidément contient beaucoup de ressources, il y a aussi trois germes du futur ou aussi trois graines du futur. Là aussi, cette dénomination germe du futur est une façon symbolique de désigner trois petites unités d'énergie qui ont la fonction particulière d'assurer concrètement la continuité d'une incarnation à l'autre. On nous dit que ces germes sont déterminés immédiatement après la mort, quand l'être entre en contact direct avec son âme, et il aperçoit alors toutes les expériences de sa vie passée. C'est alors qu'il isole trois expériences, trois facteurs conditionnants majeurs dans cette vie passée, dans cette vie qui s'est écoulée, et ces trois événements majeurs vont être les clés, de sa prochaine incarnation. Tout le reste va être oublié. Tous les scénarios de la vie vont être oubliés et vont s'effacer de sa mémoire, ne laissant dans sa conscience que ces trois graines ou germes du futur qui sont directement reliés aux atomes permanents, émotionnels et éthériques. Nous avons donc ces trois graines ou trois germes du futur, un germe du futur corps émotionnel, un germe du futur corps éthérique et un germe du futur entourage physique. Et là, en contact avec son âme, l'être s'imprègne de son dessein.
Puis voici le moment où l'âme s'apprête à se réincarner. On nous dit qu'elle fait ressentir sa note, sa vibration, car il lui faut maintenant reconstruire ses enveloppes, c'est-à-dire les différents corps qui vont être nécessaires à sa manifestation sur Terre. Donc l'âme s'apprête, fait retentir sa note et elle s'apprête à reconstruire ses enveloppes et elle va reconstruire ses enveloppes en fonction de son dessein pour l'incarnation qui se prépare. Chaque corps aura les caractéristiques vibratoires nécessaires pour permettre l'avancée dans la nouvelle expérience, mais toujours dans les limites imposées par les contraintes karmiques. Ainsi, quand l'âme émet son dessein et fait retentir sa note, chaque atome permanent réagit vibratoirement et a le pouvoir de reconstruire la forme appropriée. C'est d'abord la reconstruction du corps mental. Voilà l'atome mental permanent qui reconstruit, qui se réexpanse, je ne sais pas si c'est français, mais enfin qui reconstruit un corps mental. Voilà l'atome émotionnel permanent qui reconstruit un corps émotionnel. Et voilà l'atome éthérique permanent qui reconstruit un corps éthérique. Compte tenu de la grandeur du dessein de l'âme, ce dessein qui couvre tout un cycle d'incarnation, chaque expérience terrestre n'est qu'un petit pas dans le déploiement de la conscience de l'âme. Et donc chaque incarnation a un dessein spécifique, limité à un travail spécifique, à un travail particulier pour cette incarnation. C'est pourquoi, alors que le rayon de l'âme ou l'énergie qui qualifie l'âme est permanent pour un grand cycle d'incarnation, les rayons de la personnalité et des différents corps vont changer d'incarnation en incarnation. Ces rayons sont issus de l'âme elle-même. On dit qu'ils sont des sous-rayons de l'âme. Et de cette façon, en choisissant les rayons de sa forme, l'âme va déterminer l'axe de travail spécifique de la future expérience, ceci en accord avec la loi karmique, et elle va doter ces véhicules des capacités et des limitations nécessaires pour que puisse s'accomplir son dessein spécifique et que le réajustement karmique puisse opérer. Il en résultera les valeurs, les tendances, les traits de caractère, les prédispositions positives et négatives de l'être qui va venir en incarnation. Nous représentons par des petits signes ces prédispositions positives et négatives qui vont être actives dans la future incarnation et qui vont déterminer en fait les grands axes de travail et en même temps les opportunités d'avancer. Donc pour le corps mental, voici des petits signes qui vont caractériser ce corps mental-là. Donc ça pourrait être aller un peu d'imagination, travailler pour assouplir la rigidité mentale, travailler pour arrêter de vouloir avoir raison à tout prix, ou bien structurer son corps mental. Bon, le travail ne manque pas sur le corps mental. Sur le corps émotionnel, idem. Voici les caractéristiques sur lesquelles l'être va devoir travailler, particulièrement pour avancer dans cette incarnation. Alors, ça pourrait être sur le corps émotionnel, apprendre un peu plus de détachement ou un peu plus de tolérance. Voilà, là encore, être un peu moins égoïste. Bon, là encore, les exemples ne vont pas manquer. Et il en sera de même des particularités sur le corps éthérique. Alors, avec le corps éthérique, ça pourrait être, par exemple, réussir tel transfert d'énergie d'un centre à un autre, par exemple, du centre émotionnel jusqu'au cœur. Voilà, ça peut être un beau travail donné par l'âme pour cette incarnation. Et les germes du futur entrent également en jeu. Donc, le germe, avec l'activation du niveau émotionnel, intervient le germe du futur qui est associé au corps émotionnel
Voilà, et qui va venir lui aussi qualifier le corps émotionnel. Et on nous dit que ce germe du futur détient la clé du futur corps émotionnel et c'est lui qui mettra de nouveau l'être en relation avec ceux qu'il a aimés précédemment ou ceux avec qui il a eu des contacts étroits. Et c'est ainsi que nous retrouvons les êtres avec qui nous avons déjà tissé des liens. Certes, nous retrouvons les êtres avec qui nous avons tissé des liens d'âme, parce que ces liens sont indéfectibles. Mais suivant la loi karmique, nous retrouvons aussi ceux avec qui nous n'avons pas fini de transformer spirituellement la relation. Par exemple, les liens pouvaient être perturbés par un trop grand attachement émotionnel, ou par de la rancœur, par un mauvais usage du pouvoir, ou par une absence d'affirmation de soi, ou bien par une trop grande affirmation de soi. Bref, des conflits de tous ordres qui ont pu venir troubler les liens avec les êtres que nous avons déjà côtoyés. En les retrouvant, nous aurons ainsi l'opportunité de transformer ces liens afin qu'ils manifestent la pleine lumière de l'âme. Avec l'activation du corps éthérique interviennent également les deux autres germes du futur. L'un sera déterminant pour l'entourage physique et l'environnement dans lequel l'être trouvera sa place à son retour. Il détermine la qualité du futur corps éthérique et plus particulièrement, le premier va conditionner l'environnement dans lequel l'être trouvera sa place à son retour. Et le deuxième, voilà, c'est le deuxième qui déterminera la qualité du futur corps éthérique et déterminera plus particulièrement le centre qui sera le plus actif dans l'incarnation à venir. C'est un facteur qui aura directement de l'influence sur la santé psychique, sur la santé physique, pardon, du futur être. Ainsi, tout est prêt sur le plan subtil, tout est déjà là avec les prédispositions spécifiquement actives pour la future incarnation. Et nous pouvons dire qu'à ce stade, le futur être humain a hérité de lui-même en tant qu'être spirituel. Il a hérité exclusivement de lui-même. Et d'autant plus que pour l'instant, il n'existe encore aucune contrepartie dans la matière dense, aucun corps dense n'est en préparation, et pour cause, puisque la conception n'a pas encore eu lieu. Pour se localiser dans une forme dense, l'être qui s'incarne a besoin de la contribution d'autres êtres qui, eux, sont déjà incarnés et qui vont lui fournir un corps physique dense, qui est la forme strictement matérielle, mais qui doit être elle aussi la plus adaptée possible pour que le dessein de l'âme puisse se réaliser. Et voilà donc nouvelle étape. L'être intérieur se prépare maintenant à se localiser dans le monde extérieur. Cette localisation dans le monde extérieur va se faire grâce à l'âme, en vertu de la grande loi d'attraction et d'amour qui régit notre système solaire et à laquelle, bien sûr, notre âme répond particulièrement. Cette loi va garantir la nécessaire cohérence entre le monde psychique et spirituel intérieur et le monde dans lequel l'être va évoluer tout au long de son incarnation. Il va se produire une attraction mutuelle qui va permettre aux nouveaux venus de faire l'ultime descente sur les plans denses et ainsi de trouver sa place en incarnation. Et nous en arrivons à notre question initiale, mais quels seront ses parents? C'est un enjeu de taille, car il va fixer l'environnement mental et émotionnel dans lequel l'enfant va être accueilli et aussi la qualité du corps dense qui va lui échoir. L'attraction mutuelle entre l'être qui se réincarne et ses futurs parents va bien sûr opérer à partir des lignes d'énergie activées dans ces différents corps, comme nous l'avons vu précédemment.
et aussi à partir des germes du futur, qui parmi tous les parents disponibles avec des caractéristiques psychiques identiques, vont le ramener, ces germes du futur vont le ramener vers des êtres avec qui il a déjà eu des liens et des liens qui sont à transformer. Voilà donc des parents potentiels. Voici ce qui caractérise l'être les différents corps de l'être qui cherche parent, l'être qui cherche à se réincarner. Et suivant la loi d'attraction, là, suivant la loi d'attraction, eh bien, il va y avoir attraction d'une part vers des êtres qui ont des résonances psychiques avec lui, et alors, quand je dis résonance, ce sont les mêmes ou des complémentaires, hein, des résonances psychiques avec lui, et aussi des êtres qui, en vertu des trois germes du futur, des êtres avec qui il a des relations à parfaire. Donc, voilà. Alors, voici un monsieur futur père qui a, lui, une caractéristique mentale identique à la caractéristique mentale dont l'enfant, le futur enfant, a besoin. Et voici une dame, future mère, qui, elle, a une caractéristique émotionnelle qui résonne avec ce dont l'être a besoin, ce dont le futur enfant a besoin pour son corps émotionnel. Et A, voilà, là, sur le corps éthérique, c'est également du côté de la mère que vont venir l'affinité. Alors, du côté de la future mère, il existe aussi des caractéristiques, là notamment dans son corps mental, qui ne vont pas être partagées particulièrement avec son futur enfant. Voilà, il n'est pas obligé qu'il y ait des affinités ou des ressemblances partout. Et de la même façon, voici sur le corps émotionnel du futur père des caractéristiques qui sont différentes des traits de caractère du futur corps émotionnel de l'enfant à naître, et idem en ce qui concerne son corps éthérique. Alors, il s'agit donc en réalité de retrouvailles, des êtres qui ont des affinités avec nous, et avec l'enfant qui va naître, et aussi des êtres avec qui des liens ont déjà été créés. Et bien sûr, ce sont ces mêmes parents, ce sont ces mêmes êtres qui vont fournir au futur enfant le corps physique dense dont il a besoin. Et pour la construction de ce corps physique dense, c'est un bien grand défi. Comment l'âme, dont la vibration est si subtile, va-t-elle s'approprier une matière si dense et dont la vibration est si lourde par rapport à sa subtilité? C'est le corps éthérique, ce corps qui n'est toujours pas reconnu officiellement par la science, qui va être l'indispensable médiateur. C'est ce corps qui transmet les feux de la vie jusque dans la matière, et grâce à lui, l'âme va pénétrer la matière dense et l'animer de sa vie. Voici une représentation, nous venons de dire, mais où est donc ce corps éthérique? Donc voici un petit schéma qui nous permet de situer les différents corps subtils de l'être. Nous avons l'étincelle de vie, nous avons son âme qui est située dans son mental supérieur, nous avons l'enveloppe du corps émotionnel qui, avec tous ces méandres, effectivement, symbolise les chahuts qui peuvent exister dans le corps émotionnel. Et puis, nous avons la subtilité, là, du corps physique qui est double. Ce corps physique est double. Il est à la fois éthérique, avec les petits points, et dense, voilà, avec la forme bien dense au centre. Donc, nous avons là le corps éthérique qui épouse la forme du corps, et
nous allons le voir, qui interpénètre également ce corps. Donc ce corps éthérique, notre corps physique est double, il est éthérique et il est dense, mais seul le corps éthérique répond à l'âme. Alors, pourquoi est-il le seul à répondre à l'âme? Eh bien, en effet, sur le plan spirituel, en réalité, nous sommes essentiellement un être éthérique. Notre corps dense, on nous dit que notre corps dense, lui, il n'est pas un principe, nous dit-on. Ce qui veut dire qu'il n'est pas, il est sous le seuil du champ d'action de notre âme. L'âme n'a pas d'influence directe sur lui. Il est composé d'atomes qui sont sous le contrôle de l'élémental de notre planète, qui est appelé l'esprit de la Terre. C'est une grande vie qui poursuit son propre progrès sur une courbe involutive qui est inférieure à la nôtre. Et donc, l'âme ne peut pas pénétrer directement dans la matière dense. Il lui faut pour cela l'intervention du corps éthérique, car il est le seul à répondre à l'énergie de l'âme et il est le seul en tant que médiateur à pouvoir pénétrer la matière dense. Ce corps éthérique, il est le moule subtil du corps dense, nous venons de le voir, hein. Il fait comme ce que l'on appelle parfois l'aura, juste autour de notre corps dense. Dans le processus d'incarnation, nous l'avons vu, il a répondu à l'appel de l'âme et il a été reconstruit à partir de l'atome éthérique permanent. Et déjà, dans le processus d'incarnation, déjà, ces centres majeurs sont prédéfinis. Mais pour que l'âme se manifeste sur Terre, il faut maintenant que le corps éthérique s'intrique, se mélange solidement avec des atomes de matière dense. Et grâce à son organisation, en nadi et en centre, il a une organisation spécifique, il va pouvoir pénétrer dans la matière et s'y intriquer fortement et profondément. Il est organisé, je viens de vous le dire, en nadis. Alors les nadis, ce sont quoi? On nous dit, ce sont des petits canaux, des petits canaux, comme de petits canaux, mais qui en réalité sont des substances d'énergie elles-mêmes, avec beaucoup de ramifications, qui sont à la fois extérieures au corps dense et à la fois pénètrent profondément à l'intérieur de notre corps dense. Et les centres, sont constitués par les rassemblements de ces nadis. Et les centres sont de grands entonnoirs d'énergie et donc qui apportent beaucoup d'énergie dans certains endroits du corps dense. Et de cette façon, le corps éthérique pénètre profondément dans la matière et s'y intrique d'une façon très serrée. Et ce corps éthérique, je vous remets la diapo initiale. Ce corps éthérique, nous le voyons, il est médiateur entre le plan dense et les plans subtils. Il est récepteur des informations qui viennent du corps émotionnel, du corps mental, de l'âme et même de l'étincelle de vie. Et ces informations, il va même les transformer en forme moléculaire dense. Je viens de vous parler des centres tout à l'heure. Un centre énergétique est un grand entonnoir d'énergie qui capte donc énormément d'énergie. Et à chaque centre énergétique, que l'on appelle aussi chakra, hein, en sanskrit, à chaque chakra, à chaque centre, correspond dans le corps dense une glande endocrine. Et donc, le centre capte cette énergie qui a une influence vibratoire forte sur la glande endocrine, et cette glande endocrine sécrète l'hormone qui lui correspond, et cette hormone est ensuite envoyée dans le sang, et de cette façon, le corps dense est informé de tout ce qui se passe sur nos plans subtils, sur nos corps subtils. Il est informé et il est même modifié par ce qui se passe sur les plans subtils. Et c'est grâce à cette intrication très serrée
que le corps éthérique va apporter jusque dans le corps dense vie, conscience et vitalité. Et c'est ainsi que via le corps éthérique, l'être incarné pourra ressentir dans son corps dense sa conscience d'être en vie, ainsi que ses différents états mental, psychiques et spirituels. Quand cette intrication est réalisée, dans sa conscience, en fait, l'être incarné fait un avec son corps dense, il s'identifie avec son corps dense à un point tel qu'il finit par ignorer totalement qu'il est d'abord un être subtil. Mais à l'inverse, si cette intrication du corps éthérique dans le corps dense se défait, à ce moment-là, l'âme ne peut plus communiquer avec sa forme dense et l'âme se détache de son enveloppe terrestre et c'est la mort. Il est donc important que pour l'incarnation, il puisse y avoir une intrication solide entre corps éthérique et corps dense pour que l'âme puisse communiquer jusque avec son enveloppe terrestre. Donc, pour que cette solide intrication éthérique puisse se faire et qu'ainsi l'âme garde un lien étroit avec son enveloppe dense pendant tout le temps de l'incarnation, il va falloir un corps dense dont la vibration sera accordée et compatible avec sa propre vibration et aux spécificités des différents corps et émotionnels dont nous avons déjà parlé. Et bien sûr, ce sont les êtres qui ont déjà des résonances psychiques avec lui, ses parents potentiels, qui vont justement être capables de lui procurer le corps dense compatible avec ses grands axes de travail dans sa future incarnation. Alors, nous revoilà avec des parents potentiels. Comme nous venons de le voir, le corps éthérique de l'être incarné assure à chaque instant la cohérence entre les niveaux intérieurs et son corps dense. Ce qui veut dire que pour cet homme et pour cette femme, eh bien, leur corps dense est en affinité vibratoire avec leur niveau psychique, les niveaux psychiques de leurs différents corps. Voilà, donc le corps dense de cette dame a bien toutes les caractéristiques vibratoires qui caractérisent ces différents corps, et ceci grâce au corps éthérique qui sans cesse est le médiateur entre ces différents niveaux. Il en est de même pour ce monsieur, futur père, voilà, qui a bien dans son corps dense toutes les caractéristiques vibratoires qui correspondent à ces différents corps. Donc, en conséquence, les futurs parents avec qui l'être est entré en résonance sont, sur le plan psychique, sont bien ceux qui sont aussi les plus adéquats pour lui transmettre le corps dense dont il a besoin, corps dense qui sera en cohérence avec leurs propres caractéristiques psychiques et donc avec les siennes. Alors, voyons si l'incarnation se fait. Voilà. Donc, cet être a besoin de ces caractéristiques psychiques-là sur le corps mental, sur le corps émotionnel, sur le corps éthérique. Et la conception est maintenant faite. Et 9 mois après, voici l'être qui apparaît, ce petit être qui arrive en incarnation avec déjà des parents qu'il connaît, avec des liens qui vont être à refaire et à parfaire, et aussi avec un dessin spécifique pour son incarnation. Résumé. Chacun des parents a un corps dense porteur des prédispositions génétiques en résonance avec ses propres caractéristiques subtiles. La loi d'attraction met l'être qui s'incarne en relation avec les êtres incarnés qui résonnent avec ses propres caractéristiques subtiles. Conséquence, ces mêmes êtres lui fourniront le corps porteur des prédispositions génétiques qui lui sont nécessaires.
Il n'empêche que quelques questions s'imposent, quelques réflexions s'imposent. Naissant, l'enfant hérite d'un capital génétique qu'il pourra modifier par son expansion de conscience. En effet, il hérite d'un capital génétique issu de ses deux parents. En vertu de ce capital génétique, il est affligé de prédisposition à la maladie, mais il ne déclarera pas pour autant cette maladie, puisqu'il faudra quand même qu'il y ait une résonance psychique particulière pour que la maladie se déclare. Mais surtout, par son expansion de conscience, il pourra transférer de son corps, par son corps éthérique jusque dans son corps dense, des états de conscience supérieurs qu'il aura pu acquérir. Il pourra ainsi modifier certaines caractéristiques génétiques et il sera alors en mesure de transmettre à ses propres enfants un corps plus affiné. Autre observation, l'être qui s'incarne ressemble physiquement à ses parents. Mais nous venons de voir qu'en tant qu'âme, c'est un être singulier qui hérite de lui-même. Son corps ressemble certes à celui de ses parents, de la même façon qu'un objet d'art qui aurait été sculpté dans une souche d'arbre aurait des traits communs avec un autre objet d'art qui serait issu de la même souche d'arbre. Mais il n'en demeure pas moins que c'est l'artiste créateur qui, avec son talent, donne l'âme à sa création. Autre réflexion, sur le plan psychique maintenant, l'être présente effectivement des attributs psychiques en commun avec ses parents. Mais ce n'est pas un héritage donné par ses parents à sa naissance. Parents et enfants ont des traits de caractère en commun, car sur le plan intérieur, ils travaillent intérieurement sur des problématiques identiques. La loi d'incarnation et la loi karmique leur ont permis de se retrouver. Le milieu familial ne manquera pas d'activer, pour le meilleur et pour le pire, la sensibilité des uns et des autres, et ce sera alors pour chacun une grande opportunité de régulation. Je commence maintenant ma conclusion. Quand l'âme réactive le processus d'incarnation, elle provoque la construction d'un corps qui est une merveille d'équilibre approprié à son dessein. En tant qu'être spirituel occupant une forme dense, nous ne pouvons qu'avoir de la gratitude pour ce corps avec son ingéniosité, son adaptabilité et sans laquelle aucune expérience ne serait possible. Nous avons aussi la responsabilité d'en prendre soin pour que l'âme puisse continuer à exprimer son dessein. Mais il est quand même stupéfiant de réaliser combien, quand nous sommes immergés dans le monde de la forme et de la matière, nous pouvons facilement nous laisser aveugler par la forme, nous identifier à notre corps dense et ignorer les causes intérieures qui émanent de nous-mêmes. Nous oublions souvent que nous sommes un être spirituel qui a pris une enveloppe matérielle. L'apparence, certes, pourrait nous faire croire que nos parents nous ont légué autant leurs particularités physiques que psychiques, ou psychiques que physiques. Mais il n'en est rien. Il est donc urgent d'arrêter de leur attribuer nos défauts et nos limitations comme nous le faisons encore trop souvent. Comme par exemple, voilà, j'ai un sale caractère, mais j'ai hérité ça de ma mère, donc de toute façon, je n'y peux rien, il vaut mieux me prendre comme ça. Voilà. Mais sauf que nous n'avons pas du tout hérité notre sale caractère éventuel de notre mère, ni de notre père, ni de personne d'autre que de nous-mêmes. Il est donc urgent d'arrêter d'attribuer à nos parents nos défauts et nos limitations, hein, car tout cela, nous l'héritons de nous-mêmes et nous sommes aussi, en plus, nous sommes les seuls à pouvoir les transformer.
Excusez-moi. Il n'en demeure pas moins que nous devons beaucoup à nos parents. Ils nous ont accueillis, ils nous ont permis de vivre cette expérience terrestre. Ils ont fait notre éducation pour nous aider à nous adapter à ce monde extérieur qui nous apparaît vu de quand nous arrivons de l'intérieur, qui nous apparaît certainement très étrange. Nos liens avec eux et nos expériences communes de vie nous ont fait mutuellement beaucoup travailler intérieurement et continuent de le faire. Et nous les avons choisis car ils étaient les plus appropriés à notre évolution intérieure. Ceci était le mot de ma conclusion. Et avant de continuer et de passer au débat, je vais juste vous rappeler les prochains événements organisés par Alcor. Tout d'abord, les rencontres Alcor 2024 qui vont avoir lieu très très vite, le samedi 22 juin 2024, de 11 heures à 17 heures, avec des conférences et débats sur le thème l'unité, valeur essentielle de l'âme. Ces rencontres ont lieu en présentiel à Genève et en visioconférence, comme ce soir, avec un lien qui durera toute la journée, hein, donc de 11 heures à 17 heures. Nous avons aussi des propositions de formation. Euh, une formation rayon et forme à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, qui a lieu en 3 jours et demi, du 23 au 26 juillet dans la région de Lyon. Et là, il est urgent de vous inscrire si vous souhaitez y participer. Cette formation a pour objet d'éveiller notre regard pour percevoir l'énergie qui construit la forme, éveiller notre regard à passer à travers la forme pour regarder plutôt l'énergie qui la construit, développer la reconnaissance sensible et intuitive des rayons dans toutes les formes de la nature et dans notre visage, et nous familiariser à reconnaître les rayons chez nous et chez les autres, et ce qui en même temps, à travers notre carte énergétique, va faire le sens de notre vie. Et bien sûr, commencer à faire ensemble nos premiers portraits. Ça, c'est une formation qui va arriver maintenant très rapidement. Et une deuxième formation, qui est une formation sur la fraternité des 7 rayons d'énergie. Elle a lieu, elle, en 9 week-ends d'octobre 2024 à octobre 2025, avec des séminaires qui alternent des temps d'enseignement, de méditation et d'exercices interactifs. La particularité est que le premier et le dernier week-end ont lieu en présentiel dans la région de Lyon, mais les 7 autres séminaires ont lieu en visioconférence sur 1 jour et demi, le samedi de 14 heures à 18 heures et le dimanche de 9h30 à 17h30. L'objectif, développer l'intelligence du cœur qui marie cœur et intelligence, cœur et pensée, et nous ouvre à de plus justes relations vis-à-vis de nous-mêmes et de nos semblables et de la planète. Découvrir ces rayons et en même temps découvrir et reconnaître nos valeurs, les défis de notre vie, nos ressources intérieures, notre créativité, notre contribution au monde, et là aussi éclairer notre quête de sens. Voilà, là aussi, les inscriptions sont ouvertes, et si vous êtes intéressé, il est important que vous vous signaliez pour que nous puissions organiser cela le plus correctement possible. Et toutes ces informations, vous les retrouvez bien sûr sur le site de notre institut. Donc vous avez là les coordonnées. Voilà, je vous laisse le temps de les prendre, mais vous devez certainement les avoir déjà. Et nous allons passer au partage. Donc j'arrête le partage d'écran et la parole est à vous. Je veux bien prendre la parole. Alors, qui parle? C'est moi. Ah, J'ai mis bonjour. vers la caméra exprès. Bonjour. Déjà, merci pour cette conférence, vraiment très instructive. Ça Merci. permet d'avoir un autre point de vue et
Alors, moi, je suis enceinte de 5 mois et c'est bien ça permet de se détacher de ces croyances trop terre à terre, de pouvoir oui, se détacher de ça. Merci. Oui. Alors, je ne sais pas si vous en avez parlé, parce qu'à un moment donné, j'ai été déconnectée par une réflexion. J'ai une amie qui, elle, a perdu un bébé quelques heures après la naissance. Et je me suis demandé, mais alors, est-ce que l'âme a changé d'avis? Ou voilà, est-ce que le corps n'était plus approprié? Ou Mm. Mm. C'est un bien grand mystère, effectivement. Peut-être que le corps, finalement, n'était pas suffisamment approprié pour qu'il y ait l'intrication qui va être nécessaire pour que la vie se poursuive dans les meilleures conditions. Mais aussi, je l'ai répété dans cette conférence, la loi karmique intervient. Et quand des parents attendent un bébé et que ce bébé meurt à la naissance ou quelques jours après sa naissance ou même qu'il y ait une fausse couche tardive, hein, il est évident que c'est un gros travail intérieur que doivent faire les parents qui ont attendu cet enfant, qui se sont réjouis de sa venue et qui ensuite doivent s'en détacher prématurément. Là, ça fait partie des grands mystères de la vie. Mais hmm, effectivement, la loi karmique, autant pour l'enfant à venir, enfin pour l'enfant qui est arrivé et reparti aussitôt, que pour les parents, la loi karmique intervient beaucoup. donc, ça reste ça reste un contrat d'âme entre tous, en fait, quelque part. Oui, oui, c'est un rapport d'âme, oui, mais qui fait beaucoup travailler ceux qui attendent un enfant et lequel enfant disparaît prématurément. Ok, je vous remercie. Si, d'autres questions? Les maths. Bonjour Josette. Bonsoir. Quelle est Euh, ta question? alors, ma question, c'était que quand Maude était toute petite, elle avait, Mot de ta fille. voilà, Mm. elle avait 3-4 ans, donc elle démarrait son langage. Mm. Elle avait verbalisé assez étonnamment, tu sais, maman, là-haut, parfois on peut se tromper de parents. Et cette phrase-là m'est toujours restée et je ne sais pas comment l'interpréter. Mm. Mm. Alors, je pense qu'on se trompe pas de parents. D'accord? En tout cas, c'est mon interprétation. Mais peut-être que Maud commençait à pressentir les, les difficultés, comment dire, les difficultés de lien, Oui. euh, les difficultés de lien avec toi et avec son père. Mhm. Peut-être qu'à 3 ans, elle commençait totalement intuitivement à pressentir que ça n'allait pas être facile. D'accord. Et que Ok. peut-être, c'est peut-être ça qu'elle a voulu dire. Parce que, D'accord. bon, je ne sais pas trop, mais je pense que l'âme sait quand même ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle veut. Oui, D'accord. c'est ce Ouais. qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait. D'accord. Merci. Merci. Jeanne, Jeanne? oui, merci pour toutes ces explications, c'est très éclairant. Et ce que j'aimerais aussi comprendre, c'est la question du genre. Elle s'attache, euh, entre guillemets, à quelle unité de cellule et quel rôle ça joue? Alors, la question du genre, d'incarnation en incarnation, premièrement, nous n'avons pas toujours le même genre. Nous sommes tantôt Oui, âme, tantôt homme, nous sommes toujours âme, mais nous sommes tantôt homme, tantôt femme. Hein. Et donc, c'est bien sûr en vertu de la loi karmique que nous sommes tantôt hommes et tantôt femmes.
hein. Et donc, quand nous voyons ça de ce point de vue-là, nous pouvons dire que toutes les revendications fortes que nous avons pour un genre ou pour un autre, peut-être sont juste des réajustements que nous sommes en train de faire et que nous avons à faire avec le corps qui nous est donné pour une incarnation et ce corps qui peut-être, ne nous satisfait pas quand nous sommes, nous, dans notre personnalité, hein. Nous pouvons dire: «Nous avons du point de vue de l'âme, nous avons le corps le plus approprié», mais pour nous, en tant que personnalité, nous pouvons dire: «Ben non, ça ne me convient pas», hein. C'est-à-dire si nous pouvons dire: là aussi mon âme s'est trompée». Je persiste à dire que l'âme ne se trompe pas et c'est ce qu'elle fait. Mais en tant que personne, nous pouvons dire: «Mais non, ça ne me convient pas d'être un homme ou ça ne me convient pas d'être une femme». Mais c'est la personne qui dit ça. Mais là encore, comment dire? C'est une condition karmique, importante. Mais ne pas oublier que nous sommes tantôt hommes et tantôt femmes. Mhm. D'accord. Donc, en fait, on pourrait dire que ça fait partie des conditions nécessaires à l'évolution de l'âme à chaque incarnation, en fait. On peut dire ça. On peut Ouais. dire ça. Mhm. C'est une condition, c'est une caractéristique qui nous fait travailler et qui fait partie du travail de l'âme à chaque incarnation. Et nous ne travaillons Mhm. pas du tout la même chose que nous soyons hommes ou que nous soyons femmes, Oui. n'est-ce pas? Oui, Mhm. Ouais. Merci beaucoup. merci. Si je peux dire quelque chose, Bien sûr. moi depuis toujours, je m'identifiais pas tellement à mon corps de femme. Ça me semblait secondaire et pas très important. Et j'avais pas trop d'attraction pour les rôles féminins. Mmh. Mais il n'en est pas moins que j'ai eu des enfants et que c'était un émerveillement. Mmh. Ça m'a beaucoup ouvert l'esprit Mmh. d'avoir des enfants. Donc, je considère que c'était vraiment... Mon âme ne s'est pas trompée en me donnant encore de femmes. Mmh. Oui, et que c'était bien, ce qu'on appelle un facteur karmique, c'est-à-dire quelque chose qui est compliqué pendant un temps dans la vie, mais qui est en fait une opportunité d'avancer à partir du moment où nous acceptons de le considérer, de le transformer, de travailler avec ça. Oui. Merci pour ton témoignage. Mmh. Surila, tu voulais parler? Ah, nous ne t'entendons pas. Est-ce que tu parles, Surila? Parce que nous n'entendons rien là. Non, Non, son micro est activé en tout cas. oui. Surila, il doit y avoir un problème de connexion chez toi parce que nous te voyons parler, mais nous ne t'entendons pas. Le mieux est peut-être d'envoyer la question par message. Oui, est-ce que tu peux faire ça, Surila? Envoyer la question sur le chat. Oui, coucou Désolée. Matt. Oui, Voilà. désolée, Surila, on te laisse pour l'instant. Oui, le temps qu'elle puisse écrire sa question et puis Mhm. revenir dessus. Bon, Mhm. alors tu te doutes bien que je vais revenir sur les aspects génétiques. Après, Bien sûr. je ne vais pas rentrer dans des détails trop compliqués Ah pour, non, 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 je ne suis pour pas tout le une monde. scientifique Ouais, dure. mais, bon, mais Hein. c'est sûr, c'est sûr. Juste pour dire que on, déjà, on reçoit la moitié du patrimoine génétique du père d'un côté et de la mère de l'autre. Mhm. Et chez l'enfant, se fait une combinatoire assez compliquée parce qu'il y a des caractères paternels qui vont prendre le dessus, il y a des caractères maternels qui vont prendre le dessus. Tout ça va se combiner
Et effectivement, je pense que je suis assez d'accord avec toi. L'âme, c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Euh, et puis ça s'est compliqué ces dernières décennies. Bon, je suis plus trop fait de découvertes, mais il y a la génétique et il y a ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire que durant notre vie, des événements extérieurs et même hormonaux peuvent modifier ce patrimoine génétique. Mhm. Et si les modifications se passent au niveau des cellules sexuelles, ça peut même être transmis à la génération suivante, ce qui est extraordinaire. Ce que je voulais dire, c'est que certes, on s'incarne pour sa propre évolution, pour son propre progrès spirituel, mais il ne faut pas oublier qu'on fait partie d'un groupe d'âmes. Et j'ai toujours pensé que on pouvait être incarné un peu pour, comment dire, envoyer en mission pour soit donner un enseignement, soit servir pour, enfin, soit recevoir un enseignement, soit servir pour donner un enseignement. Mhm. L'enfant enseigne ses parents, les parents, évidemment, enseignent l'enfant. Mhm. Et du coup, ça peut expliquer beaucoup de choses parce que, certes, les progrès est individuel, mais il est aussi le progrès du groupe. Et alors, je suis plus très sûr de ce que je vais avancer là. Il me semble que notre âme, ça tu vas me dire si je me trompe ou pas, notre âme peut envoyer plusieurs incarnations en même temps. Ça, je suis pas au courant de ça. En tout Bon, cas, moi, sachant j'aime qu'une âme beaucoup. peut, on peut s'attacher à l'âme, à l'âme individualisée qui est notre âme, qui est évidemment le reflet d'une étincelle divine, mais après, on va faire partie d'un groupe d'âmes et c'est une âme un peu plus grande et du Oui. coup, cette âme un peu plus grande peut, comment dire, lancer des expérimentations multiples pour son propre progrès. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Alors, par rapport à ça, moi, je vais me référer à ce que dit l'enseignement de la sagesse, hein. Et effectivement, là, je le présente, comment l'âme choisit-elle ses parents? Donc, effectivement, ça apparaît nous avons des caractéristiques qui sont nécessaires là pour notre évolution, mais j'ai quand même glissé de temps en temps des petites phrases en disant aussi pour contribuer à l'évolution du monde. C'est-à-dire que ce n'est pas nous, et en évoluant, en réalité, nous allons aussi contribuer davantage à l'évolution du monde. Plus nous avançons et plus nous pouvons contribuer. En plus, effectivement, nous nous incarnons toujours en groupe. Et il y a deux types de groupes. Il y a les groupes qui sont purement réunis par l'énergie émotionnelle, et sur le plan donc où nous allons nous retrouver avec le germe du futur émotionnel dont nous parlons tout à l'heure, des groupes qui sont, et ça caractérise beaucoup les groupes familiaux. Oui, voilà, des groupes, ça caractérise beaucoup les groupes familiaux, les groupes d'amis liés par des liens émotionnels, et aussi nous nous réincarnons en groupe en groupe spirituel. Et effectivement, à partir d'un certain moment, nous nous incarnons parce que notre groupe se réincarne. Ce qui veut dire que quand l'âme fait retentir sa note, en fait, elle fait retentir sa note du style Hello, c'est le moment, il y a du travail à faire, et c'est les âmes ou l'âme du groupe qui fait retentir sa note pour chaque âme spécifique. Hmm. Et donc Oui, effectivement, à ce moment-là, du point de vue de l'âme, effectivement, c'est exclusivement pour rendre un service, mais sachant que si nous sommes sur Terre, c'est que nous ne sommes pas parfaits et que donc nous avons tout le temps des choses à travailler. euh, et en même temps, plus nous travaillons, plus nous avançons et plus nous pouvons contribuer à l'évolution du monde. bon, je ne vais pas monopoliser la parole, mais juste pour revenir sur l'aspect génétique, je pense qu'il y a des cohérences parce que si on fait partie effectivement d'un groupe d'âmes, et évidemment tu as parlé de groupes familiaux, il peut y avoir cohérence parce que finalement l'âme qui s'incarne, elle a à sa disposition, on va dire, un pool génétique
Et évidemment, tu l'as dit, on peut être un homme, on peut être une femme, et on peut être le père, le fils, l'oncle, enfin, tout ça se rejoue, on va dire, sur le théâtre terrestre. Et du coup, il peut y avoir effectivement cohérence dans la transmission des caractéristiques génétiques, effectivement. Voilà. Merci. Alors, il y C'est-à-dire a des... la question de Sorella. Oui, tu l'as reçu? Oui, elle l'a envoyé dans la discussion. Mhm. Merci pour la conférence très intéressante. Pardon pour cette question de néophyte, mais je pensais que c'était l'âme qui s'incarnait. Cependant, plusieurs fois, vous avez dissocié l'âme de l'être. Pouvez-vous expliciter ce qu'est l'être dans cette conception? Merci par avance. Mhm. Bien sûr, et là, c'est pas du tout une question de néophyte. C'est j'avais conscience en utilisant tantôt l'âme et tantôt l'être de ne pas être hyper rigoureuse, pas être, mais comment dire? L'être, quand je dis l'être, c'est un être humain, un être spirituel. Voilà. J'employais tantôt l'être spirituel, mais quand l'être spirituel s'incarne, c'est effectivement parce que l'âme a donné, enfin, on pourrait dire un peu la même chose. Un être spirituel, c'est l'être avec tous ses niveaux. Et c'est l'âme qui donne le tempo pour décider de ce qu'il va en être pour l'incarnation future. C'est pour cela que je dis, l'âme, au démarrage, tout est dans le corps causal. Mais qu'en est-il de l'être spirituel qui évolue? Qu'en est-il de lui entre deux incarnations? Et entre deux incarnations, voilà, tout est mémorisé dans le corps causal pour que ensuite l'être ou l'âme et ou l'être spirituel, mais là, je les associe en réalité, puissent se réincarner. Je suis désolée d'avoir introduit de la confusion, mais en fait, j'utilise un peu l'un et l'autre pour dire la même chose. C'était la question de Charlotte, c'était pas la question de Ah, Surella. c'était la question de Charlotte. Et Oui, oui. alors, quelle est la question de Surella? Surella, as-tu réussi à dire quelque chose? Ah oui, d'accord. Ah, excusez-moi. La question de Sorella, c'était, je pensais que lorsque soi-même, on résolvait soi-même un problème spécifique à notre groupe familial, addiction, violence, déviance, on assainissait aussi la qualité de nos ascendants et ultérieurement notre descendance. Alors, effectivement, c'est important de parler des schémas familiaux, hein, puisque effectivement, on pourrait dire il y a des grandes euh, dans nos familles, dans le schéma familial, il y a des caractéristiques comme si notre famille dans son ensemble avait un grand corps émotionnel ou un grand corps mental ou un grand corps éthérique, hein. Et en travaillant nous-mêmes en tant qu'individus sur quelque chose qui est un problème dans notre famille, nous assainissons, on va dire, le corps familial dans son ensemble. Hein, nous assainissons le problème familial. Par contre, assainir pour nos ascendants, non. C'est-à-dire chacun est responsable dans son incarnation. Nous n'avons aucun pouvoir sur l'autre. Par contre, on va dire, si nous mettons davantage de lumière dans le corps émotionnel familial, eh bien, ce corps émotionnel a davantage de lumière et aura moins de perturbations pour les enfants à venir qui vont résonner avec cela. Voilà. Est-ce que ça va comme ça, Surella? Merci pour la question. Donc, merci Donc, Charlotte pour la question. J'espère que j'ai répondu suffisamment. il y a une question d'Alix aussi dans Oui. la discussion. Pour les enfants qui ont été adoptés et qui ont donc changé de famille, Mm. est-ce aussi une compatibilité
avec cette autre famille karmique. Oui. Alors, là encore, l'âme sait ce qu'elle fait. Donc, un enfant qui va être abandonné, il est clair que, il va beaucoup travailler sur l'abandon, hein, et donc vraisemblablement, c'est quelque chose qu'il a à travailler dans cette incarnation. Bon, voilà, de toute façon, c'est ce qu'il va travailler de bon gré, mal gré. Et par rapport à l'affinité avec ses parents adoptifs, moi, en tant que psychologue, j'accompagne aussi des parents qui ont adopté des enfants. Et je suis époustouflée, émerveillée, enfin, de voir combien il y a des résonances et combien il y a, enfin, comment dire, cette même loi d'attraction fonctionne exactement de la même façon entre l'enfant adopté et les parents adoptifs. Et comment, notamment, là, je pense à un enfant adopté, comment il vient faire travailler, notamment sa mère adoptive, son père adoptif aussi, mais particulièrement sa mère adoptive, exactement sur quelque chose qui est la problématique ou quelque chose qui est à réguler pour cette mère adoptive. Donc, la loi d'attraction fonctionne parfaitement également avec entre enfants adoptés et parents adoptifs. Merci. Merci beaucoup. Autre question? Oui, Qui euh, parle? c'est Josette. Répète à nouveau. Je t'écoute. Moi, je me pose beaucoup de questions je me suis toujours posé beaucoup de questions sur le corps éthérique, de par ma profession, et parce que j'ai remarqué que le corps éthérique chez le tout petit bébé, le nourrisson, était parfois abîmé. Euh, alors que l'âme a son projet, elle n'est pas, elle a une vibration qui lui est propre. Elle, elle va intervenir sur un corps éthérique qui est abîmé. Et je me posais la question de ce corps éthérique est abîmé parce que c'est l'âme qui le veut, ça? Ou est-ce que c'est parce que c'est une mémoire du karma familial et du corps physique qui a été plus ou moins éventuellement abîmé sur Mm. les anciennes incarnations? Mm. Voilà, si ma question est claire. Oui. Mais là, je pense, c'est dans d'autres endroits de l'enseignement, il est clair que d'une incarnation à l'autre, si on a abîmé son corps éthérique dans une incarnation, on peut avoir ensuite le corps éthérique abîmé dans l'incarnation suivante. Et dans la façon dont l'âme reconstitue ses corps, avec l'atome éthérique permanent, elle va reconstituer un corps qui va être l'expansion, enfin du moins qui va avoir mémorisé les problématiques de son incarnation passée. Et donc D'accord, s'il y avait eu beaucoup de problèmes dans l'incarnation passée à ce niveau-là, effectivement, le corps éthérique peut être abîmé. Oui. d'accord. Et donc, nous pouvons nous-mêmes, par rapport à nos propres expériences et notre propre travail vibratoire, travailler sur ce corps éthérique parce que c'est celui qui est le plus puissant, le plus médiateur pour qu'on puisse, comment dire, rentrer en contact avec notre âme. Ouais, c'est lui qui permet, comment dire, non, c'est lui qui permet de ressentir dans notre corps dense nos états émotionnels, mentaux, spirituels. Oui. C'est lui qui nous permet de le ressentir, Mhm. de Mhm. le vivre Ok. dans notre corps dense. Mhm. D'accord. Merci. Il y a une question de Charlotte de nouveau dans la discussion. Oui. Vous avez dit que l'on s'incarne dans une famille où la problématique à travailler est identique. Est-ce que la même problématique peut se situer sur différents plans? Qu'est-ce que vous voulez dire, Charlotte, par différents plans? Charlotte? Vous arrivez à activer votre micro?
Oui, pardon. Oui, différents plans. Par exemple, au niveau émotionnel, ou Mhm. alors ça peut être sur un plan mental, Mhm. besoin d'être reconnu à un certain niveau, à un certain plan, mais aussi par rapport à des contextes complètement différents qui pourraient peut-être montrer une évolution. Je sais pas si je suis Dans des contextes différents. Euh, En tout cas, pratique d'être reconnu. Peut-être pour un parent, ça serait d'être reconnu dans sa famille, mais oui, pour certains enfants, ça serait d'être reconnu pour certaines qualités sur d'autres plans qu'affectifs ou émotionnels. Voilà. complètement. D'accord, oui, oui, effectivement. Effectivement. Ce besoin d'être considéré ou d'être reconnu dans son identité va se manifester, peut se manifester au sein de la famille, ou peut se manifester, avec les amis ou sur le plan professionnel et cetera. Oui, oui. C'est-à-dire, c'est une qualité vibratoire qui va se manifester quand nous avons une problématique, d'ailleurs, elle va se manifester sur plein de niveaux dans notre vie, sur plein de champs d'expérience de notre vie. Et ça peut être reconnu sur le plan mental ou reconnu sur le plan affectif. Oui. D'accord, merci. Et Dominique? Oui, moi, je voulais simplement témoigner que ma rencontre avec cette notion que l'âme choisit ses parents a été un raz-de-marée dans ma vie. Parce que je n'avais pas du tout conscience de cela avant. Et donc, j'en voulais à mes parents pour ce qu'ils avaient fait, pas fait, etc. Je reconnaissais qu'ils s'étaient bien occupés de moi, qu'ils m'avaient permis de faire des études, mais tout le reste ne fonctionnait pas correctement et j'étais pleine de colère et de ressentiment. Et du coup, ça m'a permis de prendre l'entière responsabilité de ma vie. Et j'ai pardonné à mon père, j'ai pardonné à ma mère, et j'ai pu faire l'accompagnement de fin de vie de ma mère de façon tout à fait correcte. Et même une sorte de retrouvaille qui n'avait pas de... C'était sans parole, mais je sais qu'elle a su, et moi je sais que j'ai pu vraiment régler quelque chose et que les liens qui n'avaient pas bien fonctionné jusqu'à ce que je comprenne ces événements ont pu se transformer de façon spectaculaire. Mhm. Ensuite, on évoque effectivement qu'on s'incarne dans une famille où la problématique à travailler est identique. C'est en étant étudiante en psychosophie avec les brasseurs que ce sujet a été abordé assez longuement et ma grande surprise a été de découvrir la problématique de ma famille et toujours pareil, de me rendre compte que c'était un choix d'incarnation de mon âme et que ça m'incombait donc aujourd'hui dans cette famille de prendre ma part. Et effectivement, je pense qu'en prenant ma part, je peux, comment dirais-je, éviter à ma descendance. Non, je retire tout ce que je dis parce que chacun me fera son choix. Pour l'instant, par rapport à moi, j'ai pris cette problématique de plein fouet et je l'ai travaillée à mon niveau. Et je trouve que ces notions-là sont épatantes parce qu'elles nous permettent de vraiment prendre nos responsabilités et de travailler au bon endroit. Donc, merci pour cette conférence qui euh, boucle la boucle et redonne vraiment tout son sens à ce que j'ai. Ah, ton micro a Dominique. été éteint à la fin. Merci. Je crois qu'il y a eu d'autres questions. Charlotte reposait une question? Oui. Si tout est énergie de façon presque magnétique, comment est-ce que l'on peut parler de choix par rapport à l'âme? Un choix nécessite plusieurs options. Est-ce le cas? Oui. Ah, j'accorde beaucoup de ressources à l'âme, mais ces options sont toujours en fonction de la loi d'attraction. Et d'ailleurs, tout choix correspond à la loi d'attraction. Et donc, le choix, c'est une façon de dire comment l'âme choisit-elle ses parents. Mais en réalité, tout est énergie et c'est la grande loi d'attraction qui fait le reste.
sachant que l'âme va être attirée par les êtres qui ont le plus d'affinité et le plus de liens et qui correspondent à ce que cette âme va devoir travailler dans son incarnation. Donc, choix, c'est une façon de parler. Oui, juste peut-être pour compléter ta réponse, Matt, il ne faut pas oublier que l'être incarné a sa personnalité et que cette personnalité peut ne pas forcément travailler dans le sens que l'âme voudrait. Ce qui va provoquer d'ailleurs le karma futur. Et donc, c'est un gros combat. Et d'ailleurs, le travail qu'on fait, c'est justement pour essayer de réaligner sa personnalité avec l'âme et enfin essayer de se tourner vers l'âme. Mais c'est pas toujours la personnalité va pas toujours dans le sens de l'âme, en fait. Et donc, elle a ce libre arbitre. Alors, un libre arbitre, ça veut dire un degré de liberté. Elle ne fait pas non plus ce qu'elle veut, mais elle a un certain degré de liberté qui fait que, ben, malheureusement, elle peut faire les mauvais choix. Oui, mais bien sûr. Et ensuite, pour l'être qui s'incarne, il a un dessein, mais il peut dire, mes parents ne sont pas les bons parents, j'en veux pas, refuser et ne pas faire le travail qui lui est proposé. Nous avons effectivement notre libre arbitre, de la même façon que nos parents raisonnent avec nous, mais ils ont leur libre arbitre et n'avons aucun pouvoir pour transformer l'autre. Par contre, nous avons beaucoup de pouvoir pour nous transformer, nous. Et puis, tout le monde parle beaucoup des parents, bon, ce qui est évidemment très, très important pour un enfant, pour un bébé, mais la vie continue, on va devenir enfant et adolescent, et on va rencontrer des êtres, d'autres êtres, et c'est pour faire écho à la loi d'attraction dont tu parlais tout à l'heure, et on peut rencontrer des personnes qui vont avoir un effet, mais enfin, capital, fondamental dans notre vie, peut-être plus que d'ailleurs nos parents. Bien sûr. Et ça aussi, c'est un travail. On parlait de groupe d'âme et je pense qu'il se passe des choses dans les plans subtils et ça essaie de s'incarner dans les plans denses. Et Mhm. bon, je pense que c'est des expérimentations et tout n'est pas joué d'avance. Et voilà, ça se passe ou ça passe pas. Bah, j'espère que ma conférence n'a pas abouti à la conclusion que tout est joué d'avance, parce qu'au contraire, tout est à faire. Tout à Mais fait. effectivement, là, elle se focalisait sur comment on arrive, voilà, qu'est-ce qui vient de nos parents et qu'est-ce qui vient plutôt, qu'est-ce qui vient de nous-mêmes. Puisque moi-même, en tant que psychologue, j'en ai un peu assez d'entendre mes patients assassiner mentalement leurs parents et ne pas réussir à regarder leur propre, enfin, ce qui vient d'eux-mêmes, même si bien sûr les parents peuvent être maltraitants, etc. Mais nous n'avons du pouvoir que sur nous, hein, et c'est pour cela que cette conférence était importante. Mais tout à fait OK pour dire qu'ensuite, dans notre enfance, en plus, nous sommes dépendants de nos parents, mais ensuite, non, nous allons expérimenter d'autres relations, et c'est d'ailleurs souvent à ce moment-là que les liens de l'âme plus se mettent en place. Même si nous pouvons aussi avoir des liens d'âme forts avec notre famille, mais parfois dans notre famille, ce sont quand même d'abord et beaucoup des liens émotionnels. Non, c'est une très belle conférence, Matt. Vraiment très intéressant et très enrichissant. Marie-Dominique, tu voulais reparler? Tu voulais parler? Oui, mettons. Oui, Philippe évoquait quelque chose d'intéressant, la force de la personnalité qui ne veut pas toujours jouer le jeu de l'âme. Est-ce qu'on peut imaginer que les interruptions volontaires de grossesse soient émanées d'une loi karmique entre l'enfant et le parent ou entre une personnalité qui ne veut pas se soumettre à être parent parce que ça perturberait sa vie? Écoute, il y a pas de réponse à ça, parce que il y a certaines interruptions volontaires de grossesse qui, je pense, peuvent être acceptées par l'âme et qui viennent je ne sais pas, quelqu'un qui ne peut pas du tout prendre en charge un enfant, voilà, et qui fait une interruption volontaire de grossesse, pourquoi pas?
quelqu'un qui fait une interruption volontaire de grossesse parce que l'enfant ne vient pas au bon moment et parce que la femme va être enceinte l'été, c'est moins, voilà, va devoir supporter sa grossesse en plein été. Je dis ça parce que parfois je rencontre ce genre de choses. Là, il n'y a pas de jugement à avoir, mais je pense que là, c'est vraiment la personnalité qui choisit. Donc là encore, nous ne pourrons pas savoir chez l'autre qui de la personnalité et de l'âme choisit. Si la décision, si le choix est juste, du point de vue de l'âme ou du point de vue de la personnalité. Par contre, nous avons à nous interroger. Qu'est-ce qui est juste du point de vue de mon âme, ou est-ce que c'est ma personnalité qui est en train de s'exprimer et d'affirmer son désir personnel et égoïste? Oui, c'était une façon d'introduire effectivement cette puissance de la personnalité au regard de l'âme aussi. Ouais. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat ou d'autres questions dans la salle? Dans la salle, pardon. Ah oui, il y a quelque chose dans le chat. Ah non, c'était la suite de la question de Charlotte par rapport au banquet de Platon, Oui. où chaque âme choisit devant plusieurs options. C'était un complément Mm. à sa question sur le choix. Mhm. Mm. Ouais. Il est possible que notre âme ait à choisir ce qui est préférable de faire travailler à l'être qui va s'incarner pour cette incarnation, en fonction du service à rendre, en fonction de ce qui a été travaillé dans les incarnations d'avant. Dans ce sens-là, on peut dire que l'âme va peut-être choisir entre plusieurs options, mais je fais personnellement confiance en sa sagesse pour savoir ce qu'elle fait. Une dernière question. Oui. Dans certains bouquins un petit peu chamaniques ou d'autres bouquins, où certains chamans parlent de vieille âme ou de Mm. jeune âme. Et Oui. là aussi, ça me pose question. Alors, qu'est-ce qui te pose question? Qu'est-ce que ça veut dire une vieille âme et qu'est-ce que Mm. ça veut dire une jeune âme? Alors, une jeune âme, c'est plutôt simple, hein. Le cycle, nous avons des cycles d'incarnation et nous ne commencerons pas tous en même temps. Et donc, il y a des âmes qui ont déjà eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incarnations et qui donc ont eu beaucoup, beaucoup d'opportunités d'évoluer. Et des âmes qui commencent juste, là, ce sont des vieilles âmes. Je dis parfois en blaguant, ce sont presque des monades, déjà. Hein, Mhm. ce sont des vieilles âmes et d'autres sont de jeunes âmes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu beaucoup d'expérience. Vous savez que c'est en incarnation en réalité que nous apprenons, hein, que nous faisons nos expériences et que nous évoluons. Et donc, certaines sont des jeunes âmes. On dit parfois des âmes, des âmes d'enfants. C'est pas les âmes des enfants, hein, mais comme des âmes enfants, des jeunes âmes et qui effectivement vont apparaître beaucoup moins sages, mais qui à un moment donné arriveront exactement au même niveau. Hein, nous y arriverons tous. Mais effectivement, notre humanité est composée d'âmes, d'âges différents. Et heureusement, parce que c'est comme ça que nous pouvons nous aider les uns les autres. Alors, ce qui veut dire qu'il y a une âme très, très énorme et qu'après, il y a des étincelles d'âme, des vieilles, des jeunes, des... Je Nous, peux nous te sommes représenter ça comme ça, oui. Il y a là, la des grande, pierres il y a, d'étoiles, il y a la grande vie, il la y a la grande grande vie. vie avec plein d'étincelles et plein d'âmes, et certaines sont en incarnation depuis longtemps. Et donc, elles sont un peu plus sages, mais elles n'ont pas pavoisé pour cela, hein. Elles ont juste davantage d'expérience et donc davantage de responsabilités. Et d'autres sont plus jeunes. Elles ont beaucoup de choses à apprendre. Et heureusement, il y a des âmes un peu plus âgées, un peu plus expérimentées, qui vont leur servir d'aide. Voilà. D'accord, merci. J'avais une question aussi, encore une. C'était, oui, Alice, oui, par Il y a une rapport, question de toi? C'est toi ou c'est sur le chat? C'est toi. non, c'est moi maintenant. Mhm. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Mhm. C'est
pour extrapoler le cas des enfants adoptés, où tu dis que tu retrouves la même problématique dans la famille adoptée ou dans la famille adoptive. C'est pas automatiquement la même problématique. C'est des problématiques qui se font travailler mutuellement. Oui, Par exemple, avec un enfant adopté qui refuse, enfin, qui n'a pas beaucoup d'émotions et qui refuse un contact émotionnel avec ses parents, et avec une mère qui a absolument, au contraire, besoin d'être reconnue en tant que mère et qui, de ce fait-là, ne se sent pas reconnue et se sent une mère indigne. Voilà. oui. Ça, ce sont pas les mêmes problématiques. Ce sont des Ah oui. problématiques complémentaires et qui obligent chacun à travailler, qui oblige l'enfant à travailler et qui oblige la mère à travailler. Le sens de ma question, c'était d'étendre cette réflexion au cas des personnes qui changent de pays. Oui. Parce que c'est ce que j'ai vécu moi. Je suis brésilienne et j'ai été attirée par la loi d'attraction en Europe. Et j'ai changé de famille, pour ainsi dire. Oui, Ouais. oui. Mais là, je pense que c'est la loi du groupe et la loi de l'âme. Hein. C'est là où je disais, il y a les liens familiaux qui souvent sont d'abord des liens émotionnels, et puis il y a les liens du groupe, les liens du groupe, d'un groupe d'âme ou d'un groupe spirituel. Et ça, nous faisons partie d'un groupe d'âmes. C'est-à-dire, en tant qu'âme, nous faisons partie d'un groupe d'âmes. Et donc, oui, cette loi d'attraction fonctionne aussi de ce point de vue-là. Elle relie les êtres qui ont un service commun à accomplir, une contribution commune à accomplir. J'ai une question, c'est Françoise. Oui, Françoise? J'ai l'impression que, au fur et à mesure que j'écoute cette conférence, ces questions, je me dis, et puis en pensant à la loi d'attraction, je me dis qu'on fait partie d'un plan et que, qu'on le veuille ou non, on fait partie de ce plan et que les épreuves ou les joies nous arrivent. Et à ce moment-là, à nous d'accepter, de refuser, de combattre, de reculer ou d'avancer. Mais j'ai l'impression que ce chemin, il est très tracé. Et c'est nous qui, par notre lenteur, notre vitesse, notre volonté de suivre ce chemin. Et j'ai l'impression que le chemin est là et que, qu'on le veuille ou non, on devra le suivre. Donc, je me dis aussi que notre seule possibilité de notre indépendance, c'est finalement de suivre ce plan à notre rythme. Mais on sera obligé de suivre ce plan. Alors, ça dépend. Absolument, absolument d'accord. Je propose simplement de faire une légère différenciation. C'est-à-dire, nous avons toujours le libre arbitre par rapport au scénario de notre vie, par rapport au choix matériel, au scénario de notre vie. Par contre, si nous avons à travailler sur la reconnaissance, nous aurons à travailler sur la reconnaissance, quel que soit notre choix. Si nous avons à travailler sur avoir davantage l'esprit ouvert, ben, nous aurons à le travailler dans tous les endroits que nous pourrions choisir. Hein. Et donc, de cette façon-là, effectivement, notre âme, voilà, la loi d'attraction fonctionne et dans chaque événement, dans chaque circonstance de notre vie, nous trouverons des moyens de travailler. C'est-à-dire, ce qui est le dessin de notre âme va résonner. Merci Françoise et merci Matt pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Juste Est-ce une que- petite boutade. Oui, Comment l'âme choisit ses parents, comment l'âme choisit son partenaire. suivant la, suivant la même loi d'attraction et suivant les mêmes particularités inscrites par notre âme dans nos différents corps. Suivant l'âme a aussi un dessein qui nous pousse, enfin voilà, qui nous fait choisir tel ou tel partenaire, voilà, en fonction de critères qui appartiennent à la personnalité, mais qui appartiennent à l'âme aussi. Mais la loi d'attraction est merveilleuse, bien sûr. Elle n'est pas là simplement pour descendre en incarnation. Quelqu'un qui avait commencé à poser une question? Non. Dans le chat, il y a Lisa qui dit « Je dois y aller. Je vous remercie infiniment pour cette conférence très riche d'enseignements et pour le temps accordé. Belle fin de soirée à tous. » Merci. Alors, nous allons terminer, si vous voulez, puisque vous avez envie d'y aller. Il est effectivement 21h40. Donc, nous allons terminer, si vous le voulez bien, par juste une petite méditation. Voilà, ça va nous prendre 3 minutes. Refaire le partage d'écran sur l'invocation de paix. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on arrête là? Je refais le partage d'écran. Alors, donc, je vous propose de faire une petite méditation pour nous séparer physiquement, mais pas du tout spirituellement, et pour partir dans la paix. Je propose que nous fermions les yeux. Et nous nous remercions mutuellement de tous ces partages riches, de tous ces témoignages et de tous ces questionnements qui nous font avancer. Remercions notre âme de nous avoir inspirés. Nous lui demandons de continuer à nous inspirer et à nous faire comprendre quel est son dessein dans toutes les expériences de notre vie. Et nous remercions l'âme du groupe qui nous a rassemblés ce soir. Et nous terminons ensemble par l'invocation de paix. L'invocation de paix pour le monde, mais aussi l'invocation de paix pour que chacun de nous manifeste la bonne volonté et la coopération et le don de soi. Que les forces de lumière apportent l'illumination à l'humanité. Que l'esprit de paix se répande de tous côtés. Puissent les hommes de bonne volonté se rencontrer partout dans un esprit de coopération. Que le don de soi de la part de tous les hommes soit la note clé de notre époque. Que la puissance soutienne les efforts des grands êtres. Et nous terminons par 3 ohms intérieurs, silencieux.
Merci.